mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous recevoir dans cette interview qui reçoit pour vous Monsieur Démocratie qui est avec nous. Il est victime et rescapé des atrocités de la LRA. Il a été captivé, il a passé quelques temps avec la LRA. Dieu a permis qu'il soit encore avec nous et surtout à bonne santé. Nous avons le réel plaisir de le recevoir dans le cadre de la cellule de communication de l'ONG Augustin à travers le monde Atem Dungu. Monsieur Démocratie, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cet entretien. Avec vous, nous allons échanger, notamment autour de vous d'abord. Vous étiez arrêté par la LRA ou capturé par la LRA. Vous avez passé un moment ensemble avec la LRA. Dieu a permis que vous sortez. Vous êtes sortis. Vous vivez déjà dans la communauté. Comment vous vivez? Tout ça, nous allons raconter. Quels sont vos projets d'avenir après cette situation que vous avez traversée? Comment vous pouvez renforcer vous-même votre présentation à ceux qui nous sont en train de nous suivre? Merci pour l'accord de la parole. À la présentation, je me nomme Démocratie. Jacques-Claude. Monsieur Jacques-Claude Démocratie. Voilà. Ok, je vais de le dire tout de suite que vous étiez arrêté, pour ne pas dire captivé par la LRA. Racontez-nous un peu, est-ce que c'est vrai ou... Oui, c'est vrai. Mhm. Ouais. Et dites-nous, c'était où? Bon, j'étais précisément à Dourou. Mhm. Il a appelé Dourou en 2008. À 2008. Ouais. Mhm. Et à Dourou, nous rappelons que Dourou, c'est 90 km de la cité de Dourou, vers la frontière de la RDC ainsi que les Soudan du Sud. Ouais. Et dites-nous, en 2008, vous êtes arrêté par la LRA. C'était dans quelles circonstances? Ok, merci. Bon, nous étions à l'école. Nous étions dans une salle de classe en train d'étudier. Et pendant quelques temps, nous avions constaté qu'il y a quelques groupes de gens qui sont venus. Ils avaient commencé d'abord par piller dans des quartiers, dans des hôpitaux. On a commencé à libérer les malades et après ça, ils sont venus chez nous. Ils nous ont commencé à arrêter. C'était vers 13 h, disons. Et là, ils nous ont tous arrêtés tel que c'était prévu pour eux jusqu'à accomplir leur plan. Et ils nous ont ramassés alors pour entrer à la bourse. Ouais. À cet âge, vous aviez quel âge? Bon, j'étais normalement à 13 ans. Vous aviez 13 ans, c'était à quelle classe? J'étais à 7e année. À 7e année. Et vous êtes arrêté par la LRA. Ouais. Vous avez pris quelle direction? Comme ils nous ont arrêtés, c'était vers 17 h. Ils ont suivi la route en arrivant vers Dungu ici. Et à traversant les ponts, ils ont entré à Brousse. Bon, ils ont pris la direction de Est. De Est. Telle que j'avais. En allant vers Parc. Oui, vers Parc. Ok. Ouais. Et vous êtes allé jusqu'à quelle direction? Bon, nous sommes allés jusqu'à comme le soleil était près de coucher. Bon, on était assis quelque part. Et ils se sont retournés pour oublier des maisons. Il y a encore d'autres choses. Ils vous ont laissé? Ils nous ont laissés sur cette place-là. Et on a fait dormir là. Et le matin, ils ont libéré quelques gens. Et nous, les autres, ils sont partis avec nous d'Orphelin. Ouais. Vous êtes allés au moins jusqu'à où? Bon, il y avait leur endroit qui est appelé, il appelait ça Kiswahili. Kaswahili. Oui, Kaswahili. Il nous a amenés jusque-là. Et là, nous avions vu, il avait cultivé des choses, des sésames, des maïs, il y avait beaucoup de choses, même les patates douces. Ouais. Et vous êtes arrivé au Kaswahili après combien de jours de voyage? Bon, c'était à peu près de 3 jours. Vous avez fait 3 jours en route? Oui, 3 jours sur la route. Vous étiez au moins combien de personnes? Bon, au total, bon, en tout cas, nous étions très nombreux. Très nombreux. Parce qu'il avait livré d'autres gens et nous, à peu près de 75 personnes. 75 personnes. Oui, ils sont partis avec nous officiellement. Tous les enfants? Oui, ce sont des enfants, des étudiants. Et quand vous êtes arrivé au Kaswahili, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand nous étions arrivés, on avait d'abord commencé à travailler parce qu'il y avait beaucoup de choses dans le jardin, telles que je viens un peu de dire. Bon, on a un peu récolté des sésames, même les arachides qui étaient au jardin. Et après quelques temps, c'était peut-être au mois de septembre. Ouais. Au mois d'octobre, ils étaient attaqués
Donc, on a quitté ce maison. Le cas Swahili a été attaqué. Oui, a été attaqué. Par la FARDC? Bon, je ne sais pas quelle force armée qui a fait cette attaque. Bon, comme je n'étais pas informé. Ah. Bon, ok. Vous avez quitté Kaswahili, vous êtes allé dans une autre direction. Et vous concrètement, comme M. Jacques-Claude de Démocratie, qu'est-ce que vous faisiez? Bon, moi, comme j'étais là chez eux, j'étais sous leur surveillance. Parce que lorsqu'ils t'arrêtent comme ça, là, tu n'es pas libre. Tu es là seulement sous leur règlement, tout en faisant ce qu'ils te recommandent de faire. Ouais. Et vous, là, qu'est-ce que vous recommandez de faire? Bon, moi, souvent, quand ils vont déplacer dans un endroit, bon, ils vous recommandent de transporter leurs bagages, leurs sacoches, leurs habits, bon, disons, leurs affaires dans lesquelles ils vivent avec. Ok. Ouais, ouais. Et vous, étant arrêté, étant encore à 13 ans, vous avez passé combien de temps avec la LRA? Bon, j'ai complètement fait 11 ans. 11 ans. 11 ans. Donc vous êtes allé à 13 ans, s'il faut ajouter 11 ans, vous sautez à 24 ans. D'accord. Il y a 11 ans avec la LRA. Qu'est-ce que démocratie a fait? En tout cas, c'est une très longue histoire. Bon, en tout cas, plusieurs choses s'est passées dans cette période-là. 11 ans, nous connaissons tous, c'est une longue période, disons, qui, bon, si quelqu'un continue sa vie, ben, il a déjà fait beaucoup de choses. Bon, tel que j'étais là chez eux, bon, comme il y avait déjà auparavant, que quand tu es chez eux là-bas, tu dois faire ce qu'ils te recommandent. Moi, j'étais sous leur ordre, tout ce qu'ils me recommandaient, moi, je le ferais, tout simplement. Et, en tout cas, leur sujet était que de nous former pour que nous devenions les militaires comme eux et faire tout ce qu'ils nous recommandent, ce qu'ils font, disons. Ouais. Ok. Et vous étiez là, comme vous venez de le dire, et ce n'est pas facile de raconter à quelques minutes seulement la vie que vous avez passée pendant 11 ans. Mais quelles sont des choses fortes que vous avez faites? Bon, concernant cela, en vérité, bon, la vie chez les LRA, ce n'est pas une vie facile. Donc, c'est une vie de souffrance. Tu es là, donc, comme un esclave. Même, tu peux même dépasser un esclave parce que les esclavagismes, donc les esclaves travaillaient en temps et puis il y avait aussi leur salaire, disons, tel que nous écoutons dans des histoires. Ils mangeaient quand même. Ils mangeaient, ils faisaient de tout, donc à temps prévu. Mais chez les LEA, tu dois travailler à tout moment, tel qu'on te recommande. Il n'y a pas question de dire que non, j'ai fatigué, oh, moi je ne fais pas ceci, tu ne peux pas décider. Donc tu es là, tu dois travailler jusqu'à le jour que tu vas mourir. Si Dieu t'a aidé aussi, que tu puisses sortir, bon, c'est ta chance. Et là, donc on a fait souffrir pendant toutes 11 ans là, Dieu souffert sévèrement. Et c'est la grâce de Dieu que je suis aujourd'hui vivant. Ok. Voilà. 11 ans, ça c'est vrai, ce que vous racontez, ça fait pitié au cœur. Mais en faisant 11 ans, hein, entre les mains de la LRA, vous avez fait beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué? Ce que vous avez fait quand vous passez à ça. Donc vous n'arrivez pas à oublier. Bon, premièrement, ce qui ne m'avait pas intéressé est que il vous permet même de tuer une personne. Car dans ta vie, si tu étais à la maison, tu n'allais même pas tuer quelqu'un, mais là, il t'arrive maintenant qu'on te force et tu ne peux même pas refuser ça. Tu dois faire ce qu'on te recommande. Et il nous forçait de tuer même les gens, de piller les biens des gens, bon, qui n'étaient pas intéressés. Et vous, et au fur et à mesure, vous étiez avec eux, une année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 11 ans, vous grandissez. Quelles sont les responsabilités que vous aviez tenues étant entre les mains de la LRA? Bon, j'avais commencé d'abord par transporter l'enfant. J'avais commencé à transporter son enfant. L'enfant de qui? L'enfant de l'Union Économique, parce que j'étais le garde-corps chez lui. Bon. Lorsque j'ai transporté l'enfant, j'étais encore comme militaire simple. Et après avoir transporté cet enfant grandi, et il m'a considéré encore comme garde-corps. Bon, on m'a ajouté même des degrés, disons, et j'étais devenu comme officiel. Et après ça, comme j'étais garde-corps, il s'intéressait de moi et il m'a mis encore comme le chef de tous les gardes-corps.
au moins concernant la responsabilité. Et quand vous êtes devenu chef, on vous paye quand même, on vous donne quand même quelques argent. Bon, là-bas, il n'y a pas question de paiement parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'endroit pour utiliser d'argent. Bon, si même on te paye, donc tu vas acheter de quoi dans la bourse là-bas. C'est un peu compliqué. Et comme moi, j'étais le garde-corps de Cogny, mon travail était que de garder son corps avec ceux dans lesquels nous sommes avec eux. Okay. Nous sommes là pour voir où est-ce qu'il est, il part où. C'est ça qui était réservé comme notre travail. Et après, vous êtes devenu ce chef, donc le chef de tous les gardes-corps. Oui, oui. En tant que chef, qu'est-ce que vous faisiez? Bon, moi, je suis là pour donner l'ordre. Bon, nous continuons. La deuxième partie de notre échange, vous aviez parlé de la manière dont vous étiez arrêté. Vous êtes arrêté, les moments que vous avez passés et avec la LRA. Et dans tout ce que vous avez mené, vous transportez des choses très lourdes et tout ça. Et dites-nous maintenant dans quelles circonstances vous êtes sorti. Bon, ce qui m'a aidé beaucoup pour que je puisse sortir, sans vous mentir, c'est la gloire de Dieu. Bon, parce que lorsque j'étais là, je me mettais souvent tout à prier. Vous priez? Je priais, si même pas physiquement, même dans mon cœur, je me mettais toujours à tout à prier. Et bon, deuxième sens, c'est que comme j'étais devenu le chef, bon, j'avais toutes les responsabilités, disons. C'est arrivé un jour, il m'a laissé là où nous étions et il était parti dans un autre endroit. Bon, moi, j'étais resté là comme un chef avec une autre équipe. Garder tout ce qui était là. Garder tout ce qui était là, les arachides, quoi, d'autres gens là, tout ça. C'était sous ma responsabilité. Et là, là-bas au Soudan, parce que c'était au Soudan du Nord, et l'endroit où nous étions, c'était un cas là où nous avions cultivé des choses, c'était disons comme un jardin. Bon, là-bas, il y a un système qui se passe là-bas au Soudan. Les populations cultivent des chèvres. Ce sont les cultivateurs de chèvres là que les policiers quittent la maison pour aller les chercher dans la brousse. Pour les arrêter. Oui, pour les arrêter. Ce sont des policiers là qui nous ont aidés. Donc, quand ils étaient venus chercher ces cultivateurs là, bon, comme on était des voisins avec eux, ils ont venu même jusqu'à dans nos cas avec leurs voitures. Et là, nous étions en deux, nous avions profité chez eux, expliqué nos cas comme je savais aussi parler avec l'arabe. Et là, on s'était attendu avec eux, ils ont bien accepté. C'était là qui m'ont conduit jusqu'à la maison. Et vous êtes sorti, donc, pour dire que vous aviez quitté le Congo et passé le Soudan d'ici jusqu'à aller vivre, vous résidez au Soudan du Nord. Oui, oui. On avait quitté Congo ici, Nord-Soudan, Sud-Soudan, oui. Centrafrique et jusqu'au Nord-Soudan. Toujours à Brousse. Toujours à Brousse. Comment vous êtes passé dans des frontières? Bon, comme la LRA, ce sont des gens qui marchent seulement en brousse. Ils connaissent des directions, ils ont des appareils qui leur indiquent. Ils connaissent que ça ici, là, nous sommes arrivés aux frontières, il nous faut faire ceci, ceci. Ils ont beaucoup de stratégies. Voilà. Et vous êtes arrivés, les policiers vous ont pris pour vous amener jusqu'à où? Bon, les policiers là nous ont amenés premièrement dans une maison qui est appelée Manjam. Qui était au moins là, une distance de 50 km. Bon, on est parti jusqu'à leur deuxième ville qui est appelée Niala. C'est là alors que nous avions fait au moins une semaine. Et après ça, on attendait que l'avion, le programme d'avion, pour aller à Khartoum. Et après ça, il nous a transportés jusqu'à Khartoum. Là-bas au Khartoum, on était arrivé là au mois de janvier 2018. Parce que j'étais sorti en 2018. On nous a amenés chez les ambassadeurs de l'Ouganda. Et là, l'ambassadeur a décidé de nous amener encore à Kampala. C'est à Kampala alors qu'on m'avait encore amené chez notre ambassadeur du Congo. Et là, on a fait le programme, on m'a livré entre les mains des Invisible Children. Jusqu'à là, il m'a conduit ici à la maison. Et vous êtes arrivé à Dungu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rencontré la famille? Bon,
Je suis revenu à Dungu ici, j'ai rencontré la famille et jusque-là, nous sommes avec eux. Ouais. Ok, et Invisible vous a amené en 2018 Bon, à Dungu. 2018, là, j'étais d'abord au Soudan là-bas. Au Soudan. Ouais. 2019. Et 2019, déjà, j'étais seulement là-bas. Et d'après ça, nous étions passés en Kampala. Ouais. Et vous êtes arrivé ici et par Invisible. Comment vous avez retrouvé la famille? Parce que vous avez fait 11 ans. 11 ans, ce n'est plus facile. Ouais. Parfois, les autres sont déjà décédés, les autres sont partis ailleurs. Tout ça. Comment vous avez su rencontrer la famille? Bon, la famille, j'ai vraiment trouvé la famille dans des pauvretés sévères. Disons, les milliers là où nous étions, la famille ne sont plus là. Ils se sont déplacés avec les activités des LRA ici là. Bon, la vie qu'ils mènent maintenant, jusque là où nous parlons ici là, bon, c'est très compliqué. Parce que la vie qui était auparavant, ce n'est plus ça. Bon, ils se sont déplacés là où la vie était facile et maintenant là, bon, c'est une autre chose. Et malheureusement, j'ai retrouvé que mes deux parents sont tous morts. Père, mère, bon, personne n'est à la vie, même mes autres chers sœurs. Maintenant, vous êtes arrivé en famille et parlez-nous un peu de l'accompagnement de l'ONG Augustin à travers le monde à thème. Leur accompagnement Oui. envers moi, ça se passe bien au niveau des études. Bon, c'est pourquoi je tiens d'abord à les remercier parce que il y a une parole dans la Bible qui nous dit, Jésus lui-même a parlé quelque part, il a dit que si quelqu'un a donné un gobelet d'eau à l'un de ses frères, c'est à lui-même qu'il l'a donné. Bon, pour ce qu'il a fait, de me prendre en charge au niveau des études, en tout cas, c'est une grande merci donc de ma part. Je les remercie sévèrement. Donc, ce n'est pas pour moi qu'ils sont en train de faire, il fait pour Dieu, car il a compris l'un de sa volonté. Soutien à ma propos, donc ça marche très bien au niveau des études. Au moins, c'est un peu ça. À part les études, vous ne bénéficiez pas des autres accompagnements? Parfois, j'ai mes petits besoins que je leur demande et ils ne refusent pas, tel que je viens après de dire. Bon, mais j'ai encore des demandes. Oui. Quelles sont ces demandes-là? Bon, ma préoccupation est que d'abord mes études, j'ai besoin de finir mes études. Vous êtes déjà à quel niveau? Bon, je suis déjà au niveau de 5e année. Donc, 3e des humanités. 3e des humanités, disons. Bon, si ça peut être dispo, qu'on puisse encore m'aider jusqu'à finir mes études et continuer le reste. Parce que nous connaissons tous, lorsque quelqu'un est en train d'étudier, qui étudie bien sûr, ce n'est pas dire que non, tu étudies aujourd'hui et tu auras le travail aujourd'hui. Bon, la vie, on a dit que nos ancêtres nous a dit, la vie était combat. Bon, je constate quelque chose qui me menace souvent. Je suis bien sûr à l'école, je continue mes études très bien et il n'y a pas un problème. Mais il y a encore des choses qui manquent pour la vie. Par exemple, lorsqu'on est vivant, on doit manger, on doit s'habiller, on doit faire tout ce qui est surtout par rapport aux maladies. Disons, lorsque je tombe malade, je peux être à l'école et je tombe malade et je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôpital me soigner. Ça me mène beaucoup, ça me menace. Et pour que je puisse manger, il faut que je parte d'abord faire le par jour. Et chaque jour, par jour, bon, il faut aussi qu'il y ait au moins un peu de repos pour la santé. Et au même moment, quand vous faites des par jour, vous n'avez pas l'état d'étudier aussi. C'est ça, ça m'embrise. C'est pourquoi que je parle maintenant, que je vous dis. Parce que ce sont des choses telles que je venais de dire, que lorsqu'on étudie, ce n'est pas dire que non, tout est complet. Parce que moi, je n'ai pas une personne qui peut un peu m'aider avec un pas en avant, parce que je marque les parents. Bon, bien sûr, je viens après de commencer la vie. J'ai bien sûr grandi, mais au point de vue, ça a perdu beaucoup d'années. 11 ans, c'est beaucoup. 11 ans et je suis revenu recommencer encore de 0 en allant. Bon, je n'ai complètement rien. Bon, je me débrouille tel que les gens le font.
Que je ne peux pas rester calme seulement qu'on me donne, mais je me débrouille aussi, mais ça me donne la fatigue. Ça va être, Vous avez dit d'abord remercier Atem pour ouais, son accompagnement, notamment pour les études et d'autres besoins. Ouais. Mais vous avez suggéré ou demandé qu'il puisse vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez terminer l'étude. C'est ça la première demande. Mais vous avez aussi relevé les difficultés que vous avez pour manger, la santé, tout ça. Quelle autre demande que vous avez, non seulement à l'endroit de l'Atem, mais aussi peut-être à d'autres personnes de bonne volonté qui pourraient vous suivre? Bon, pour les personnes de bonne volonté, disons, raison d'abord pour Atem, vous avez demandé qu'on vous accompagne aux études. Qu'est-ce que vous demandez encore? Bon, je demande encore, en tout cas, je base sur les études. Parce que quand je vais finir les humanités, il me faut encore continuer jusqu'à avoir le travail. Donc, là, vous êtes aussi à aller à l'université de après les études? Si c'est possible. Et à part ça, qu'est-ce que vous demandez à Atem par rapport à votre relation, votre accompagnement, donc l'accompagnement de l'Atem à votre égard? Bon, moi, ce que j'avais pour eux, c'est un peu ça. Monsieur Démocratie, vous l'avez dit, la vie est un combat et l'histoire est passée. Maintenant que vous devez reconstruire votre vie. En reconstruisant votre vie, quels sont les projets que monsieur Jacques-Claude Démocratie a pour sa vie et pour la vie de sa communauté? Donc, j'ai plusieurs projets à faire, ça que j'ai vu. De ma part, moi, j'ai besoin d'arranger d'abord ma vie parce que je n'ai rien du tout. S'il faut compter un, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, pour moi, d'abord, j'aime avoir le travail après mes études. Et après ça, construire ma maison. Et j'avais oublié encore une chose concernant l'endroit là où je reste. Bon, une parcelle, disons tout simplement, une parcelle. Je n'ai pas un endroit là où je peux facilement vivre. Parce que là où je suis maintenant, bon, j'ai même souvent des problèmes. On me menace à tout moment. Bon, le propriétaire de ces maisons-là, c'est lui qui m'a vendu. Donc, il est un escroc. Donc, il n'est pas juste. Donc, vous n'avez pas aussi une parcelle? Je n'ai pas une parcelle. Je suis là seulement en attendant, disons. Ok, vous avez la difficulté des parcelles, vous voulez demain construire. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Parce que vous pouvez aussi être demain une bénédiction. Comme vous avez dit, celui qui aide une personne aide Jésus. Vous aussi, peut-être demain, vous pouvez faire des projets qui vous permettent d'aider aussi les autres. En aidant les autres, vous aidez aussi Jésus. Qu'est-ce que vous comptez aussi faire en dehors de tout ce que vous avez dit? Bon, de ma part, bon, nous serons ensemble d'abord avec ONG Atem. Et là, c'est à partir de là que je vais voir si la vie s'est changée, s'est retrouvée. Bon, parce que pour aider une personne, il faut qu'il ait la capacité. Bon, j'ai mes petits frères, j'ai la famille. Bon, il faut aussi que la famille puisse au moins bénéficier de ce que j'ai. Moi, il y a des petits enfants là que nous pouvons les éduquer, même les scolariser. Et puis, il y a aussi des amis qui sont là, on nous avait arrêtés avec eux, qui traînent, qui n'ont rien à faire, disons, qui se sont découragés de la vie, ils sont là. Au moins que j'ai au moins la volonté de leur aider aussi, et les autres, parce que les biens, quand on a quelques biens là, ce n'est pas pour nous-mêmes. Il nous faut aussi aider les autres. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les autres là? Parce que maintenant, vous n'avez pas les moyens. Qu'est-ce que vous comptez faire demain ou le lendemain, après-demain, donc, pour que cela vous permette d'aider les autres? Bon, si par exemple, j'ai la possibilité, j'ai l'argent, disons, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est l'argent qui travaille. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une autre magie. Si j'ai l'argent, je peux au moins soutenir mes amis, mes frères qui n'ont rien à faire. Celui qui, par exemple, qui peut avoir la volonté ou bien besoin d'étudier, que je puisse aussi l'aider. Et celui qui peut aussi marquer quelque chose, si j'ai la possibilité, je peux l'aider au moins pour qu'il ne se décourage pas la vie. Parce que la vie, il y a aussi des choses qui nous arrivent seulement comme ça. Et pour d'autres gens, ça leur décourage même. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir l'argent pour aider les autres? Qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, aujourd'hui, dans notre vie,
nous pouvons avoir le travail parce que le travail que tu vas le faire et on te donne de l'argent. Ce n'est pas dire que l'argent va tomber du ciel. C'est quand tu es occupé, tu travailles quelque part. Bon, c'est à partir de là que tu vas avoir de l'argent pour faire ce que tu as besoin de faire. Ok. Monsieur Démocratie, nous allons vers la fin de notre échange qui nous a permis d'avoir beaucoup plus d'éléments par rapport à votre vie. Avant que vous ne soyez arrêté par la LRA, vous étiez élève, vous êtes arrêté, vous avez passé beaucoup de temps à Brousse. Dès que vous sortez, vous avez réussi et vous continuez à avoir l'accompagnement de l'ONG Augustin à travers le monde à terme, une organisation attachée au père de l'ordre de Saint-Augustin. Qu'est-ce que vous avez à dire d'abord à Athènes comme votre message? Bon, comme message, je tiens d'abord à remercier l'Athènes, comme je disais auparavant. Merci pour eux de ma part. Comme suite, qu'ils ne reculent pas, qu'ils continuent à aider les gens comme ça là. Parce que ce qu'ils font là, ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et dans ma prière, je vais toujours les mettre devant Dieu, car nous disons souvent dans notre maison, même nous-mêmes, nous constatons, si nous avons un enfant qui nous écoute, disons que toi, tu as un enfant à la maison, et cet enfant t'écoute, comme toi, son père. Tu seras content avec cet enfant-là. C'est de même maintenant, comme ils nous prennent en charge, ils nous payent, nous qui n'avons pas de possibilités ici, là. Ça intéresse Dieu. Même ça n'intéresse pas les gens de ce monde, mais devant Dieu, c'est une grâce. Et que la bénédiction de Dieu soit sur leurs projets jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci. Et quel est le message que vous avez, très bref, aux autorités? Bon, pour nos autorités, concernant surtout nous les rescapés, nous souffrons, surtout pour notre gouvernement de la RDC. Nous souffrons. Nous sommes comme si l'habit rejeté. Nous n'avons pas de la personne qui s'occupe de nous. Si même on écoute que nous souffrons, nous sommes là, si même nous pleurons, comment personne ne répond. On nous voit seulement comme si ce sont des choses que nous-mêmes avions voulu de faire. Or que ce n'est pas nos problèmes. Ce sont des choses qui arrivent partout et tout le monde. Bon, un message est que le gouvernement puisse au moins nous prendre à charge. Parce que la personne qui n'a pas la possibilité, comment il va continuer la vie? C'est comme s'il est rejeté partout. Ça nous arrive parfois parmi nos amis ici. Tu peux même être, par exemple, comme je suis à l'école, on peut même se moquer parce que tu es là comme un enfant. Tu es bien sûr grandi, tu ne connais rien parce que tu es grandi à Brousse. Il y a des choses qui se changent ici de temps en temps. Mais nous n'avons pas cette expérience-là. Et il nous faut qu'on crée au moins quelque chose qui va nous enlever ces raisonnements. Quand nous restons comme ça ici, là, c'est comme si nous sommes dans le noir. Au moins, c'était un peu ça. Merci, Monsieur Démocratie. Et autre élément, peut-être un petit message à vos frères et sœurs, certains qui étaient aussi captivés par la LRA. Et vous, là, vous vous débrouillez pour la vie, mais ceux-là ont peut-être dit non, bon, c'est fini pour leur vie. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, pour mes amis qui se sont découragés de la vie, bon, comme message, je leur encourage que nos ancêtres nous ont dit que la vie était combat tel que j'avais dit auparavant. La vie n'est pas une chose qui est facile. Tu peux même rester comme ça là, ça pour t'as fait quelque chose, mais il y a des choses qui vont venir, ce qu'on appelle tentation, pour te tenter dans la vie. Donc, la vie, comme on a dit que c'est un combat, c'est-à-dire que ce sont des choses que tu vas les combattre de temps en temps. Tu finis ceci, l'autre vient. Tu finis ceci, l'autre vient encore. Donc, la vie n'est pas une chose qu'on peut se décourager avec. Lorsque tu es vivant, il faut continuer, ne te découragez pas. Au moins, la fin est que la mort. Si tu es encore vivant, il faut continuer à faire des choses. C'est pour ça que moi-même, j'ai pris le courage d'étudier. Moi, je ne recule pas. Je connais que tant que je suis vivant, il y a encore des choses que je peux les faire. Et c'était un peu un petit message pour les amis. Monsieur Démocratie Jacques-Claude, nous vous disons très sincèrement merci pour votre disponibilité de venir jusqu'à ici au Juvena CETA, en initiative
de père de l'ordre de Saint-Augustin, appuyés par des bailleurs qui se sont donnés afin de vous aider, d'aider aussi vos frères, certains qui sont en train de suivre les différentes formations professionnelles, qui sont en train d'être accompagnés psychologiquement d'une manière ou d'une autre au sein de ces sacres. Nous vous disons merci. Merci également parce que vous étiez ouvert à répondre à nos questions. Vous n'étiez pas gêné de nos questions. Et peut-être bien que cela vous rappelait des moments très forts de votre vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous qui nous avez suivis à travers cette vidéo, à travers cet entretien avec M. Jacques-Claude de Démocratie, nous vous disons merci et nous remercions toute l'équipe de l'ONG Augustin à travers le monde. Nous remercions le révérend Père Patrick Bella, le chef du projet. Nous remercions également le révérend Père Blaise Mbikoyezu, le coordonnateur de l'ONG Augustin à travers le monde. Toute l'équipe de l'ONG Augustin à travers le monde, Jean Bosco Solopoyi, le révérend Père Séraphin, le révérend Père Vessa, qui sont les activités qui sont menées ici par l'ONG Augustin à travers le monde dans le cadre des réinsertions socio-économiques, mais aussi professionnelles des victimes de la LRA. Merci à l'équipe de communication de l'ONG Augustin à travers le monde. J'étais Pierre Mungogouma. Je vous dis sincèrement merci et nous nous fixons un nouveau rendez-vous. À très bientôt.